Bienvenue à tous sur ce live. Je rentrerai les dernières personnes au fur et à mesure sur Zoom. Pour ceux qui connaissent pas encore le club ou pas encore bien, je suis Kenny, le cofondateur de NEC. Laszlo, on ne s'est pas encore rencontré. Jérôme, on se connaît. Fabien, c'est le début aussi. Donc bienvenue sur ce live et bienvenue à toutes les personnes qui nous écouteront sur le replay. Donc NEC, pour refaire un petit point là-dessus, c'est le Network Evolution Club. Donc, c'est un club qu'on a créé il y a quelques temps maintenant avec Laurent Chébaud, qui a pour but d'accompagner les personnes vers leur indépendance à travers trois piliers principaux. Donc, réunir, apprendre et gagner. Donc, ces trois piliers qui, pour nous, sont hyper importants parce qu'ils vont nous permettre d'avancer, vont nous permettre en fait de connecter et de tisser des liens avec beaucoup de personnes. Et l'idée de ce club est venue en fait il y a quelques années, c'était d'apporter des outils et d'accompagner les personnes. À chaque fois, on crée, nous sommes des connecteurs, hein, Laurent et moi, et à chaque fois en fait, on apportait des solutions, des outils à notre réseau, à nos amis, à nos collègues, à nos partenaires. Mais on n'avait pas de plateforme, on n'avait pas un nom commercial, on n'avait pas de marque dédiée pour ça. Et donc, il y a quelques temps, on a décidé vraiment d'uniformiser tout ça, de le rendre vraiment concret et de le matérialiser. Et donc, c'est comme ça que NEC est apparu. Et donc, dedans, vous retrouverez en fait plusieurs choses, parce que le NEC se veut innovant. Pourquoi on est innovant? Parce que des gens connectent les particuliers et les professionnels. Donc, c'est rare les réseaux de business ou les clubs d'affaires qui donnent accès aux particuliers. Et donc là, nous, on décide vraiment d'ouvrir à tout le monde, de le rendre vraiment accessible. Et à travers ces trois piliers, donc réunir, apprendre et gagner, vous allez avoir accès à tout un réseau de partenaires, dont Yanis, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui et que je vais présenter tout à l'heure. Vous allez avoir la chance en fait d'avoir un réseau où on va négocier des avantages, des remises, où vous allez avoir accès à des spécialistes dans différents domaines, que ce soit dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, que ce soit dans la communication, le marketing, que ce soit dans le job, dans plein de domaines. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est qu'on peut se connecter et en physique, donc dans différentes villes. Donc en ce moment, ça va être surtout sur Nantes, Rennes, Laval, sur Lyon, sur Aix-en-Provence, sur Valence et sur Lisbonne au Portugal. Donc on est plutôt international. Et on s'est adapté aussi à la situation actuelle, c'est que il y a une grosse transition qui se fait entre le Web 2 et le Web 3. Et donc il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui digital nomades ou s'expatrient ou changent de ville, de pays. L'idée, c'est de faire des lives chaque semaine pour justement apprendre. Donc vous avez une plateforme où on diffuse, on a plus de 60 heures de contenu, donc pour que vous puissiez vous former sur différents domaines. Mais en plus de ça, on a des lives donc en direct comme aujourd'hui, où là on va traiter plusieurs sujets sur du business, sur l'accompagnement, sur du mindset, sur du bien-être. Donc vraiment pour que ça plaise à tout le monde, que l'on puisse. Il n'y a pas de business sans mindset, donc ça c'est impossible. Donc c'est important de créer tout ça. Et donc dans gagner, ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les personnes qui veulent se diversifier, qui veulent optimiser leurs revenus, qui veulent gagner des revenus complémentaires, on a mis en place des solutions, soit avec un annuaire d'investissement, pardon, de partenaires, ou même avec des partenaires, notamment dans l'immobilier, pour que vous puissiez avoir les meilleurs conseils, les meilleures clés pour qu'on puisse avancer. Ceci étant fait, aujourd'hui, on va aller après un live la semaine dernière sur le design humain, où là, on était plus sur le côté mindset, apprendre à se connaître, pour avoir les clés pour, euh, on va dire, être en bonne relation avec soi-même et surtout connecter un peu mieux avec les personnes, comprendre un petit peu les différents profils énergétiques. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On va aller sur l'immobilier. Et j'ai la chance d'avoir avec moi donc Yanis, on en parlait juste avant. Ça fait 6-7 ans qu'on se connaît maintenant. Et donc, au début, on était en relation vraiment client professionnel, parce que j'ai fait mon premier achat immobilier avec toi, Yanis. Et donc, c'est le petit clin d'œil par rapport à NEC et par rapport à notre relation. Et puis, de fil en aiguille, donc, je suis devenu apporteur d'affaires pour toi, je t'ai amené quelques clients. On a bien avancé là-dessus. Tu me donnes pas mal de tips aussi sur l'immobilier. Et puis, on a tissé énormément de liens et aujourd'hui, on est devenus amis. Donc, c'est la beauté du réseau et c'est pourquoi aussi on crée NEC, justement, c'est pour ce type de relation. Donc merci à toi d'être présent.
Merci à toi pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité. C'est vrai que ça fait aujourd'hui 9-10 ans que je suis dans l'immobilier et c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à des rencontres comme ça. Et merci à toi pour l'opportunité, en plus d'être un ami fidèle depuis quelques années maintenant. C'est toujours intéressant de partager le côté business dans la vie de tous les jours. Je trouve, comme tu le dis, c'est un mindset et j'en fais partie avec toi, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est intéressant parce que bah, toi, tu m'apportes sur le côté immobilier, donc sur les opportunités du marché, sur bah, l'état actuel aussi, hein, parce que c'est important aussi de se renseigner pour savoir où est-ce qu'on peut placer nos billes, comment investir, surtout en ce moment. Le marché est quand même vachement compliqué, on va en reparler. Et puis bah, nous, c'est vrai qu'à travers le club, on t'amène aussi d'autres tips sur bah, soit des relations, des connexions et d'autres outils que tu peux upsell, en fait, utiliser toi aussi dans ton quotidien. Donc, on est sur une affaire qui tourne, on est plutôt content à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va parler un peu plus immobilier. Ça tombe bien, je voulais faire un point avec toi là-dessus. On est face à une situation économique qui est un peu compliquée en ce moment par rapport au contexte actuel, hein, coût de la vie qui explose avec augmentation des frais au niveau de l'énergie, inflation au niveau des prix, les salaires qui n'augmentent pas forcément. Et là, on se pose une question, surtout avec les banques qui sont de plus en plus bah, frileuse, c'est de se dire comment aujourd'hui on peut acheter au niveau de l'immobilier, en France surtout, parce que toi, tu es basé sur Lyon, Yanis, hein, c'est ça, tu as ton agence. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai une agence à Lyon, physique, et on est présent avec mon associé, on a racheté un cabinet qui a une quinzaine d'années et qui était présent sur la région parisienne, d'où on est originaire à la base. Donc on a des lots en gestion, des appartements en gestion sur la région parisienne, également un petit peu sur le sud de la France et le pourtour de la frontière suisse. Et c'est aussi pour ça et pour des raisons personnelles qu'on est basé donc à Lyon, où là on a une grosse partie de notre activité effectivement. Euh, pour revenir à ce que tu disais au départ, je veux bien que tout le monde comprenne qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est une menace, soit c'est une opportunité. On parlait de mindset. L'immobilier, c'est une affaire de mindset. On a bien l'immobilier en tête pour ce qui est d'acheter sa résidence principale, faire de la location pour soi-même. Très bien. Il y a un schéma classique où tout le monde se retrouve. On achète sa résidence principale et on éventuellement se concentre sur des investissements immobiliers. C'est vrai que tout ça fait peur lorsque on se dit qu'on achètera un bien immobilier qu'à travers sa résidence principale. Si on se concentre à travers tous les mécanismes et les opportunités que peut offrir l'investissement immobilier, c'est-à-dire acheter un bien pour le mettre en location et ne pas y habiter soi-même, tout ce que tu viens de citer par rapport à la conjoncture actuelle deviennent des opportunités pour moi. Alors justement, c'est parfait, ça tombe à pic, ça devient des opportunités pour toi. Dans quel sens en fait? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens te contactent en fonction. Comment tu vois le changement par rapport à ça? On se concentre, si on prend les points que tu as soulevés petit à petit, on se rend compte que il y a des conflits aujourd'hui internationaux qui poussent les gens à se réfugier dans des valeurs solides plus que liquides. Concrètement, une grosse partie des fortunes retirent leurs capitaux sur des valeurs telles que l'argent pour les mettre sur de l'immobilier. À notre échelle, à nous, il faut savoir le faire aussi. C'est-à-dire qu'on sort d'une période de Covid où les gens ont mis beaucoup d'argent de côté. Bon, il y a beaucoup de personnes, en plus d'avoir eu l'opportunité de se former parce qu'ils avaient beaucoup de temps, ont réduit forcément, contraint leurs dépenses et donc ont mis beaucoup d'argent de côté. Cet argent, une bonne manière de le transformer, de ne pas laisser dormir, de ne pas le laisser s'éroser, vous pouvez l'investir dans l'immobilier qui est une valeur beaucoup plus refuge, beaucoup plus sûre et qui vous permettra en plus d'en faire une valeur qui travaille sur le long terme comme parfois sur le court terme parce qu'on s'en donne les moyens. Donc, si on regarde ça par rapport à ce prisme, bah, déjà, on a résolu ce problème-là. Euh, les banques, elles réagissent par rapport à ces conjonctures. Donc, si elles ont besoin de capitaux, bah, elles vont vous demander de mettre plus d'apport. C'est pas un souci. Déjà, c'est pas une règle. Il y a des banques qui vous prêteront sans avoir besoin d'apport. Tout dépendra de votre profil au départ. Mais si vous devez mettre de l'apport, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est aussi une manière de mettre de l'argent dans une valeur beaucoup plus
active que ce qu'elle était avant. Concrètement, si c'était sur un PEL, un livret A, un LDD, et que ça dépasse largement l'épargne de sécurité que vous avez prévue, bah, un apport de 5, 6, 7, 10 000, 15 000 euros pour un achat immobilier vous permettront de pouvoir prêter à hauteur de 100 000, 200 000 euros, ce qui est pour moi une bonne base d'investissement. La deuxième chose, c'est que les taux vont remonter. Oui, les taux remontent, c'est un fait. Après, il faut relativiser ça aussi. On est un des seuls pays où on emprunte aujourd'hui parfois à moins de 3%. Il y a d'autres pays où c'est normal déjà de mettre de l'apport par rapport à ce que j'ai dit avant, mais aussi d'avoir un taux d'emprunt pour de l'immobilier qui va être supérieur à 3 ou 4%. Donc oui, les taux sont remontés, mais parce qu'ils étaient historiquement bas. Aujourd'hui, le fait de se dire, bah, il y a des mécanismes qui me permettent de profiter de mes intérêts d'emprunt en les déduisant de mes loyers, ce qui me permettra de payer moins d'impôts sur ces loyers, me fait voir différemment le fait que les taux ont monté. Ça ne fera pas que mon investissement sera moins rentable une fois que j'aurai intégré la fiscalité euh, dans mes, euh, dans mes paramètres. Donc, les taux peuvent remonter. Malgré tout, bah, si mon immobilier me rapporte en taux de rentabilité brut ou net entre 8 et 6%, ou entre 6 et 4%, eh ben, si j'emprunte l'argent qui m'a permis cet investissement pardon, à moins de 3%, je crois que je suis gagnant sur l'effet de levier. Donc, c'est un bon moyen de mettre de l'argent de côté encore, même si la conjoncture ne s'y prête pas lorsqu'on la présente dans les médias. Super. Et il y a Jérôme qui répond, un taux, ça se renégocie en plus. Donc, du coup, Exactement, exactement. Comme l'ont bien su faire au tout début où j'ai commencé l'immobilier, c'était après la crise de 2008 et les gens ont fait des investissements très intéressants lorsqu'ils l'ont fait à des taux qui étaient au-dessus de 3%. Et puis, entre-temps, dans les années 2010, on a pu renégocier ces taux et aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des taux en dessous de 1% pour ce qu'il leur reste en capital restant dû. Donc oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. et aujourd'hui, par rapport à l'état actuel du marché, est-ce que tu sens un changement de discours au niveau des personnes qui viennent te voir, au niveau de tes prospects? Est-ce que tu sens une situation qui a changé au niveau du pouvoir d'achat, est-ce que tu sens que ça s'est complexifié ou est-ce que non, justement, il y a plein d'opportunités qui sont ouvertes et toi, justement, tu t'engouffres là-dedans? Et est-ce que tu sens que c'est plus compliqué ou est-ce que tu sens que non, en fait, justement, ça t'ouvre toi des opportunités et tu arrives à rentrer là-dedans? Alors, d'une manière générale, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on sort d'une période où, malgré ce qu'on a pu penser avec le Covid, l'immobilier s'est très, très bien porté. Pourquoi l'immobilier se porte bien? C'est parce qu'on a une démographie qui est positive et qu'on a un immobilier qui est pénurique. Il n'y a pas assez de biens pour la demande qui, elle, constamment augmente. On ne produit pas, on ne met pas à disposition assez de logements face à la demande. Et c'est encore plus tendu lorsqu'on parle des grandes villes. Donc, oui, on a eu une période faste, les prix ont augmenté très rapidement et là, ça se tasse. Il y a moins de permis de construire pour des raisons politiques notamment qui font qu'il y a moins de logements neufs qui vont être proposés sur le marché. Il y a toutes ces dispositions aussi politiques qui font qu'il y a plein de passoires thermiques qu'on ne pourra pas ni louer ni revendre d'ici quelques années. Ça va aller progressivement avec le temps. Donc, tout ça tend encore plus le marché. Si on ajoute à ça le fait qu'on a un peu plus de mal pour une certaine partie de la population à obtenir des prêts, bah oui, forcément, il y a plus de difficultés. Les gens se posent beaucoup plus de questions. Maintenant, il faut, comme toujours, prendre de la hauteur et relativiser les choses. Ce qu'on diffuse mainstream n'est pas le cas individuel de chaque prospect ou de chaque client. Concrètement, c'est clair qu'il y a une partie des ménages qui, lorsque le taux augmente un petit peu, va se retrouver non éligible à un emprunt. En revanche, il y a une grosse partie de cadres, il y a une grosse partie de personnes qui sont en profession libérale, il y a une grosse partie d'employés de longue date dans leur société qui, de fait, ne sont pas soumis à ces variations avec autant de brutalité et on arrive encore à obtenir des prêts.
Donc, le tout, c'est de savoir monter un dossier. Et nous, comme on suit l'investisseur d'une feuille blanche, bien souvent, on bâtit sa stratégie, on la met en place et on sait qu'on va devoir la gérer ensuite parce que notre but, c'est de l'accompagner dans la durée. On adapte tout ça à son profil. Et on va chercher en fonction de ça des investissements qui peuvent correspondre à un dossier éligible à un prêt en banque. Donc, le tout est de savoir s'entourer, le tout est de savoir comprendre les mécanismes et nous, on est là pour ça. Ok, super. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont formées un peu plus sur l'immobilier, de se dire, Exactement. OK, il faut que je me diversifie, donc je vais aller voir un petit peu ce qui se fait là-bas. Mhm. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y a une demande aussi qui est, quand tu es en communication avec ces gens-là, tu sens qu'il y a un peu plus déjà de connaissances vis-à-vis de ça? Est-ce que toi, ça te permet d'améliorer un petit peu tes stratégies, d'aller plus loin avec eux? Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là, au niveau des profils, ou est-ce que tu sens que les gens, non, ils viennent Bien te sûr. voir comme gestionnaire et puis c'est toi qui mets en place avec eux une stratégie? Non, il y a tout un tas de phénomènes qui, je pense, sont reliés à la période du Covid, qui font que ce que l'on fait, c'est vulgariser. Ce que l'on fait, est rendu accessible à beaucoup plus de personnes qui le pensaient inaccessible. Et en fait, tu l'as très bien dit, et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'intervenir à travers NEC, c'est que c'est une question de mindset. Et les gens ont compris que s'ils changeaient leur manière de penser, s'ils changeaient leur manière de voir les choses, s'ils se formaient pour ça, ils avaient accès à beaucoup plus de possibilités. Et je vois que mon profil de prospect est de plus en plus jeune. J'ai pas mal de recommandations de bouche à oreille. Les gens ont besoin de quelqu'un de confiance pour justement poser les choses, qu'on leur explique et plus qu'on leur fasse comme quand j'ai commencé l'immobilier. Parfois, il y a des gens qui ne voulaient pas s'en occuper, avaient confiance en des institutions telles que leur banque et ont signé des appartements, se retrouvaient dans des affaires louches parce qu'ils ne s'y intéressaient pas en fait. Les gens aujourd'hui, avec accès à Internet, avec une génération Y et Z qui est beaucoup plus à l'aise avec ces mécanismes, on leur donne beaucoup plus accès à des bases de données, à de l'information, à de la formation. Donc, on ne peut plus leur raconter n'importe quoi. Donc, nous, c'est bien, dans le sens où ça nous pousse à nous former mieux. Il y a par exemple une société comme Mastéos qui fait exactement ce que je fais, mais à échelle beaucoup plus élevée, qui nous a permis d'intégrer des pensées de personnes qui n'avaient pas l'immobilier dans leur quotidien. Et en fait, ça nous a permis, nous, d'adapter notre discours, d'avoir un discours beaucoup plus franc, de beaucoup plus poser les choses pour leur expliquer la stratégie. Et en fait, ça a des effets positifs parce que quand les gens comprennent ce qu'ils font, ils y mettent beaucoup plus d'entrain. Donc, ils ont un discours beaucoup plus fluide par rapport aux banques pour obtenir des prêts, par exemple, en parallèle des documents et de l'aide qu'on leur fournit. Donc, non, non, tout ça a été positif pour nous en tout cas. Super, super. Je rebondis par rapport à notre discussion quand on préparait ce live. Tu m'écrivais et tu me disais ne pas être propriétaire de sa résidence principale alors que tout le monde pense le contraire. Qu'est-ce que tu voulais mentionner par rapport à ça? Ben, si vous achetez une résidence principale, vous allez vous concentrer sur votre confort. Ce qui est logique, moi le premier, je pense que tout le monde, c'est très difficile de faire passer son confort après ses intérêts financiers dans la tête de beaucoup de monde, même si on tient beaucoup le discours inverse, c'est pas vrai. En réalité, c'est normal de vouloir être proche de son lieu de travail, de ses enfants et de leurs écoles et de leurs centres d'intérêt. C'est normal de vouloir de la surface, c'est normal de vouloir des commerces, des transports, tout ça va coûter cher. Et en fait, on va allouer un tiers de notre budget, un tiers de nos revenus à notre logement, sans que ça nous rapporte quoi que ce soit, si ce n'est le fait d'avoir un toit sur la tête et de mettre à travers ça de l'argent de côté. Mais on ne va pas forcément se donner la possibilité de multiplier les sources de revenus à l'avenir, les sources d'épargne actuelles, et on va s'enfermer, si je puis dire, dans un quotidien qui ne va pas servir nos intérêts futurs. Si on se dit que, alors, mon discours, encore une fois, il est à relativiser. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez acheter votre résidence principale tout en gardant la possibilité de faire des investissements locatifs à côté, il ne faut pas s'en priver. En revanche, quand vous êtes dans une grande ville, pour des problématiques d'emploi, pour des problématiques de confort, encore une fois, on se rend compte que l'immobilier, il est très cher. Donc, si on veut un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces,
ben, ça va être dans des tarifs incroyables ou ça va demander des efforts au niveau de pas le quartier que je voulais au départ ou pas la surface que je voulais au départ. En tout cas, des privations, des choses qui sont négatives. Alors que si on voit les choses par le positif, ben, on prévoit un budget en location pour sa résidence principale de manière à préserver son confort de vie parce qu'on va avoir accès à des biens dont on n'aurait plus accès si on les achetait. Et ça va nous laisser une partie de nos revenus pour pouvoir investir et multiplier les investissements immobiliers. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse d'une résidence principale, lorsqu'on achète un investissement locatif, il y a un revenu locatif, le loyer, qui vient couvrir toute ou une partie de la dette contractée à la banque et des charges. Donc à partir de là, si en plus on intègre la donnée que nos revenus augmentent et que nos charges diminuent d'une année sur l'autre, si on intègre le fait que notre capacité d'emprunt n'a pas été impactée ou à moindre effet parce que le loyer est venu couvrir une partie des dettes et des charges, on peut revenir voir le banquier ou un autre banquier ou une banquière l'année d'après et contacter un autre prêt qui lui-même sera recouvré en grande partie par un loyer et les multiplier comme ça. Deux choses, ce qu'on vient de voir par rapport au fait que ça impacte moins l'effort d'épargne et la trésorerie et la capacité d'emprunt. Et puis, quand on n'achète pas pour soi, on n'est pas obligé d'acheter un 3 pièces ou un 4 pièces, même quand on a une famille. On peut se concentrer sur un studio et donc avoir accès à des biens à 100 000 euros, par exemple, lorsqu'on aurait un budget de 400 000 euros pour un 4 pièces. C'est très synthétique ce que je dis, mais si on creuse les chiffres, la théorie se vérifie. Ok, super. Je voulais revenir